Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans ce contexte, réponse A, je passe. Réponse B, je klaxonne et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors ici, tu vois, j'aime beaucoup cette question, elle est très intéressante. Donc là, on se retrouve sur une rue à double sens. Et on a en face de nous un camion qui est stationné en fait sur la chaussée, qui prend la moitié de la chaussée, et donc un artisan qui a l'air de monter dans son camion. En face de nous, on a une voiture noire qui s'approche de nous. Donc dans ce contexte-là, vous remarquez bien que ça va être compliqué de passer. Parce que si je passe, il va falloir que je morde sur la chaussée en sens inverse. D'accord ? Et je risque de percuter donc la voiture noire. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on est en agglomération, donc il faut que je laisse en plus de ça 1 mètre d'écart de sécurité entre mon véhicule et le piéton qui est donc un usager vulnérable. Donc ici, il va falloir que je m'arrête, tout simplement. Donc je vais pas pouvoir passer. Encore moins klaxonner, il est interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger immédiat, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ce que je fais, je m'arrête, j'attends soit que le véhicule démarre, donc le camion, soit que le véhicule noir en face de moi m'est définitivement croisé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C, je m'arrête. Question numéro 2. Ce dispositif empêche un enfant d'ouvrir la portière depuis l'intérieur du véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle le système de sécurité pour enfants. Ça empêche l'enfant d'ouvrir la porte depuis l'intérieur du véhicule pendant que vous conduisez. Alors, comment ça fonctionne ? C'est simple, sur le côté de la portière arrière, vous avez une sorte de petite serrure dans laquelle il va falloir donc insérer la clé du véhicule et tourner à gauche ou à droite pour pouvoir verrouiller la portière depuis l'intérieur. Alors, dans certains véhicules, c'est pas une serrure, ce sera un loquet qu'il faudra pousser à gauche ou à droite. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Il est conseillé de rouler avec des chaînes par temps de neige. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, effectivement, les chaînes à neige ne sont pas obligatoires partout en France. Par contre, effectivement, par temps de neige, il est fortement recommandé de rouler avec des chaînes à neige, des pneus hiver ou des chaussettes. Alors, par contre, il y a des endroits où c'est obligatoire. En général, ce sont les zones
montagneuse. Alors, il y a 2 panneaux qui vous obligent à mettre un dispositif antidérapant. Donc que ce soit des chaussettes, des chaînes ou des pneus neige. Alors, vous avez déjà ce panneau. Alors, ce panneau, on appelle ça le panneau B58, qui annonce en fait une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, la période hivernale, c'est du 1er novembre au 31 mars. Et vous avez aussi ce panneau, donc c'est un panneau d'obligation, donc qui vous oblige à mettre des chaînes ou des pneus neige. Donc ici, est-ce qu'il est conseillé de rouler avec des chaînes par temps de neige ? Oui. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Le bus quitte son arrêt. J'ai la priorité sur le bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que lorsqu'un bus manifeste son intention de quitter son arrêt en mettant son clignotant, alors il devient prioritaire. Donc, il faudra le laisser passer. Par exemple, ici dans cette animation, le bus a mis son clignotant. Je dois d'abord le laisser intégrer la chaussée, car il est prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. La distance de sécurité est la distance minimale réglementaire entre 2 véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 80 km/h, elle est de réponse C, 48 mètres. Réponse D, 24 mètres. La distance de sécurité, c'est bien la distance minimale réglementaire entre 2 véhicules. Elle correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. À 80 km/h, cette distance est de 48 mètres. Alors comment on la calcule ? C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici le 8, on la multiplie par 3, donc 3 fois 8, 24, et on la remultiplie par 2, donc 24 fois 2, 48. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Si vous avez du mal avec le calcul de la distance de sécurité, je vous conseille vivement d'aller dans la formation. Question numéro 6. Je marque l'arrêt plus loin que le marquage au sol, car je vais manquer de visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici on est dans une intersection très étroite. Bien sûr, quand je vais arriver au niveau de la ligne blanche du marquage au sol du stop, je vais certes manquer de visibilité, mais je devrais tout de même m'arrêter au niveau du marquage au sol, c'est-à-dire marquer l'arrêt. Hein, je marque l'arrêt toujours au niveau de la ligne. Ensuite, je fais un contrôle physique en me retournant. Et là, de manière précautionneuse, je m'engage dans l'intersection. Mais on doit toujours marquer l'arrêt au stop. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. Je ne me suis pas arrêté lors d'un contrôle de police.
Cette infraction constitue réponse A, un refus d'obtempérer, réponse B, un délit de fuite. Alors attention parce que vous vous trompez souvent sur refus d'obtempérer, délai de fuite et c'est des questions qu'on pose souvent lors de l'examen officiel. Un refus d'obtempérer, c'est quoi ? Un refus d'obtempérer, c'est lorsque tu refuses le contrôle de police, c'est-à-dire que tu t'arrêtes pas à un contrôle de police. Plus largement, en fait, c'est quand tu n'obéis pas à un ordre légal face à un agent de l'ordre public. Un délit de fuite, c'est vraiment autre chose. Un délit de fuite, c'est lorsque tu fais un accident et que tu ne t'arrêtes pas, soit pour constater l'accident, soit pour aider une victime dans le cas d'un accident avec dommages corporels. Donc c'est deux choses différentes, d'accord ? Donc ici, ne pas s'arrêter lors d'un contrôle de police, c'est ce qu'on appelle un refus d'obtempérer. La bonne réponse est la réponse A. Je possède un véhicule électrique. Avant un long trajet, je vérifie que le batterie est bien chargé en totalité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question, elle a l'air un peu idiote, un peu stupide. Pas du tout. Alors, déjà, premièrement, c'est une question qui est souvent posée à l'examen du code de la route. Il y a de grandes chances que cette question vous sera posée à l'examen. En plus de ça, pourquoi cette question ? Parce que, vous savez, imaginez que vous partez pour un long voyage avec votre famille, votre femme, vos enfants. Qu'est-ce qui va se passer si la batterie, elle est pas chargée ? Tout de suite, vous allez devenir anxieux. Vous allez vous dire, il faut vite que je recharge la batterie, il faut que je trouve un point de recharge, ma femme est énervée, les enfants font du bruit. Tout ça, ça va créer un environnement anxiogène, d'accord ? Et qu'est-ce que ça va provoquer ? Ça va provoquer que vous ne serez pas concentré sur l'activité de conduite. N'oubliez pas que quand vous prenez la voiture, vous devez être concentré sur votre conduite. Il ne faut pas que vous pensiez à autre chose ou que vous soyez dans un état anxiogène. Donc, avant de partir pour un long trajet, on prépare son trajet, on charge sa batterie complètement et également, qu'est-ce qu'on fait ? On prévoit les points pour, les stations électriques qui seront sur le trajet. Donc, ici, avant un long trajet, je vérifie que la batterie est bien chargée. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête. Réponse B, je passe. Alors là, on peut voir, on est dans une rue à double sens de circulation et la voiture d'en face passe. Alors, on voit que c'est la voiture d'en face qui rencontre l'obstacle, c'est-à-dire les voitures garées. Donc, tu devrais me dire, normalement, c'est moi qui ai la priorité, je passe. Oui, mais en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on va juste revoir les règles de priorité. Alors, dans une rue à double sens de circulation, c'est le véhicule qui rencontre l'obstacle qui doit céder le passage au véhicule en face. Par exemple, ici, la voiture blanche rencontre une voiture garée, à droite, jaune. Donc, elle doit laisser la priorité
à la voiture rouge. Cependant, si la voiture blanche est déjà engagée, alors, dans ce cas-ci, c'est à nous de nous arrêter pour éviter justement l'accident et le contact avec la voiture qui vient de face. Donc ici, dans ce contexte, je m'arrête. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Cette EDPM a le droit de circuler à cet endroit. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, une trottinette est ce qu'on appelle un EDPM, un engin de déplacement personnel motorisé. À savoir que leur est autorisé les bandes et les pistes cyclables, les voies dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Par contre, il leur est strictement interdit de rouler sur les trottoirs. Actuellement, dans cette photo, le conducteur de cet engin roule sur une bande cyclable, donc il a le droit de rouler à cet endroit. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 11. Je suis dans un carrefour où le croisement s'effectue. Réponse A, à l'indonésienne. Réponse B, par contournement. Je suis prioritaire pour tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il y a deux types de croisements possibles dans une intersection. Vous avez les croisements à l'indonésienne et les croisements par contournement. Le croisement à l'indonésienne, c'est lorsque l'on se croise par l'avant. Les véhicules se font face. Le croisement par contournement, c'est lorsque le croisement s'effectue en contournant la voiture qui vient de face. Donc ici, je suis dans un carrefour à l'indonésienne, comme le montre le marquage au sol. Pour la deuxième question, est-ce que je suis prioritaire pour tourner à gauche ? Eh bien, non. On est dans une intersection. Si je tourne à gauche, les véhicules qui viennent en sens inverse viennent à ma droite. Je dois donc laisser la priorité à droite. Alors, pour cette question, vraiment, si tu as eu foi à cette question, et notamment sur la notion de croisement à l'indonésienne et le croisement par contournement, c'est que clairement, il te manque des notions de base sans lesquelles tu ne pourras pas avoir ton code de la route. Donc, si tu as eu faux, je t'incite vivement à te former via notre plateforme pédagogique en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Question numéro 12. Après avoir protégé la zone accidentée, je dois en premier lieu. Réponse A, appeler les secours. Réponse B, secourir la victime. Réponse C, faire un prédiagnostic. Alors, vous devez savoir que si vous êtes témoin ou protagoniste d'un accident, vous devez respecter une certaine procédure. Alors, tout d'abord, il va falloir protéger, ensuite alerter et à la fin, secourir. Ces trois choses, vous devez les faire dans l'ordre. C'est ce qu'on appelle le
ou le PAS. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Alors, dans cette question, d'accord, on dit qu'on a déjà protégé la zone accidentée. Donc, la deuxième étape est d'alerter les secours. Mais attention, alerter les secours, ça ne veut pas dire tout de suite les appeler. Alerter les secours, dans un premier temps, ce sera tout d'abord de réaliser un prédiagnostic. Alors, c'est quoi faire un prédiagnostic ? Il y a deux choses à réaliser lorsqu'on fait un prédiagnostic. Tout d'abord, c'est d'avoir l'adresse exacte de l'accident. Si vous êtes en agglomération, le nom de la rue et le numéro de la rue. Si vous êtes sur route ou autoroute, vous pouvez tout simplement indiquer ce qu'il y a écrit sur soit la borne d'autoroute ou la borne de route, c'est-à-dire le numéro de l'autoroute et le point kilométrique, mais également le sens de circulation de l'autoroute. Par exemple, si vous êtes sur la A13, vers Versailles, bien indiqué que vous êtes sur la A13 en direction de Versailles. Donc ça, c'est la première étape du prédiagnostic. La deuxième étape, ce sera un état des lieux corporel de la victime. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout d'abord, son état de conscience. Est-ce qu'elle est consciente ou non ? Sa respiration. Est-ce qu'elle respire ou non ? Est-ce qu'elle a un membre qui est visuellement cassé ou non ? Si vous voyez une hémorragie externe ou non. Donc, voilà pour le prédiagnostic, c'est-à-dire la chose à faire avant d'appeler les secours. Donc ici la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 13. Ce véhicule transporte principalement. Réponse A, des enfants. Réponse B, des PMR, personnes à mobilité réduite. Réponse C, des personnes âgées. Alors, le panneau que tu vois sur le pare-brise arrière de ce car indique qu'il transporte des enfants. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. La conductrice est bien installée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une super bonne question. Comment savoir qu'on est bien installé dans le véhicule ? Alors, regardez cette petite image qui est super intéressante parce qu'elle explique bien comment il faut s'installer dans un véhicule. Alors, tout à gauche, vous voyez bien là que le conducteur est trop loin. Il a les bras tendus, les jambes tendues. Là, il est très mal installé. Pareil pour la petite image du milieu. Il est trop proche de son volant, il a le dos courbé, il est mal installé. Alors que tout à droite, il a le dos droit, les bras légèrement fléchis, les jambes légèrement fléchies. Donc ça, c'est une bonne installation. Alors, si on retourne à notre conductrice, on voit bien que son buste est beaucoup trop proche, que ses avant-bras touchent le volant et que surtout, ses genoux touchent le tableau de bord. Donc ici, effectivement, la conductrice n'est pas bien installée. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. J'ai le droit de circuler en feu de croisement ? Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de route ? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, ici, on est de nuit, hors agglomération. Donc, je dois obligatoirement mettre mes feux de route. Surtout qu'il n'y a aucun véhicule en face de moi ou qui arrive vers moi. Donc ici, est-ce que j'ai le droit de circuler en feu de croisement ? Non, parce qu'on est on est hors agglomération non éclairée. Est-ce que j'ai le droit de circuler en feu de route ? Oui. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 16. Téléphoner au volant avec un système intégré et sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, vous devez savoir que téléphoner avec un système intégré est autorisé. Ce n'est pas interdit. Cependant, ça va augmenter donc les risques d'accident. Par exemple, on sait que utiliser son téléphone au volant va multiplier par 3 la probabilité de survenue d'un accident. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. Je circule sur une rue à double sens de circulation. Je peux me garer sur l'emplacement réservé au stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans une rue à double sens de circulation, il est interdit de se garer en sens contraire à la circulation. Tu dois obligatoirement te garer à droite sur ton sens de circulation à toi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, regarde cette petite animation. On est sur une rue à double sens de circulation et il y a des places de parking. De l'autre côté, tu n'as pas le droit d'aller sur la voie qui est en sens contraire pour te garer. Tout simplement parce que tu seras en sens contraire et donc il y aura des voitures qui viendront et qui se demanderont ce que tu fais. Tu vas bloquer la circulation. Donc, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 18. Je veux vendre ma voiture qui a plus de 4 ans. Un contrôle technique doit être réalisé 6 mois avant la vente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, concernant la vente des véhicules et le contrôle technique, c'est très simple. Si votre véhicule a moins de 4 ans, alors, pas besoin de réaliser un contrôle technique. S'il a plus de 4 ans, vous devez, avant la vente, effectuer un contrôle technique de moins de 6 mois.
La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Au volant, téléphoner avec un système intégré est interdit? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dangereux? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour ceux qui découvrent le code de la route, la réponse va vous paraître étrange. Effectivement, elle est très étrange. Est-ce qu'il est interdit de téléphoner au volant avec un système intégré au véhicule? Eh bien non. C'est pas interdit, c'est autorisé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, moi aussi je trouve ça très étrange. Mais effectivement, ce n'est pas interdit. Par contre, est-ce que c'est dangereux? Bah oui, c'est même très dangereux. C'est quasiment la même chose que d'avoir un écouteur ou un téléphone à la main. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 20. À 70 km/h, je parcours en une seconde. Réponse A, 21 mètres. Réponse B, 42 mètres. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comment connaître la distance que je fais en une seconde? Ben, c'est très simple. Ici, on roule à 70 km/h. Donc, on prend le chiffre des dizaines, ici 7, et on le multiplie par 3. 3 fois 7, 21. À 70 km/h, je parcours 21 mètres en une seconde. Concernant ma distance de sécurité, est-ce qu'elle est bonne? Bon, on pourrait, avec les notions qu'on a et les connaissances qu'on a, on pourrait la calculer et la comparer avec les lignes de rive. Bon, là, c'est simple. On les a, les lignes de rive. Et on sait qu'une bonne distance de sécurité sur route est de 2 lignes de rive. Or, ici, vous voyez bien qu'on ne les a pas, les 2 lignes de rive. Donc, on n'a pas une bonne distance de sécurité. Les bonnes réponses ici vont donc être les réponses A et D. Question numéro 21. Cette notice me permet A. de connaître le PTAC du véhicule, B. de connaître la pression des pneus, C. de connaître la taille des pneus. Alors, ce document permet de connaître la taille des pneus avant et arrière. Il me permet aussi de connaître la pression des pneus en charge normale et ensuite en charge importante. Et donc, il ne me permet pas de connaître la PTAC du véhicule. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 22. En attendant les secours, je donne à boire à la personne accidentée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je déplace la personne, si elle est mobile, en dehors de la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, petit rappel, lors d'un accident avec dommages corporels,
Oubliez pas la règle du PAS, du pas. Donc protéger tout d'abord, alerter et ensuite secourir. Ici, la question précise en attendant les secours, c'est-à-dire que l'étape de protéger et d'alerter a déjà été réalisée. Alors, comment s'occuper d'une personne qui doit être secourue ? Alors, tout dépend de deux choses. Est-ce qu'elle est consciente ou est-ce qu'elle est inconsciente ? Alors, si elle est consciente et qu'elle peut se déplacer, alors effectivement, on l'aide à sortir de la chaussée. Voilà. Une fois en dehors de la chaussée, on lui donne une petite couverture de survie et on lui parle. On n'arrête pas de lui parler. C'est très important parce que ça permet de garder la personne consciente. Alors, si elle est inconsciente, alors là, c'est différent. Donc, toujours, on ne donne ni à boire ni à manger, quoi qu'il arrive, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Mais dans ce cas-là, vu qu'elle est inconsciente, on va la mettre en ce qu'on appelle en PLS, en position latérale de sécurité. Une fois que la position latérale de sécurité a été mise en place, pareil, on lui met par-dessus une couverture de survie et on attend les secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 23. Avant de conduire, réponse A, je dégivre le capot. Réponse B, je gratte le pare-brise. Réponse C, j'enclenche le dégivrage arrière. Réponse D, j'enclenche les essuie-glaces. Non, bien sûr, dans ce cas-ci, avant de conduire, je vais gratter le pare-brise et je vais enclencher le dégivrage arrière afin d'avoir une bonne visibilité. Dégivrer le capot ne servira à rien et enclencher les essuie-glaces également, ça va juste détériorer vos essuie-glaces plus rapidement. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 24. L'utilisation du téléphone au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Oui, réponse A, non, réponse B. Constitue une infraction. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, comme le montre ce document, donc l'utilisation du téléphone au volant multiplie par 3 le taux d'accidentologie. Également, l'utilisation du téléphone au volant constitue une infraction, donc une contravention de 4e classe, c'est-à-dire 135 € d'amende. Et 3 points en moins. Alors, à savoir que si vous commettez cette infraction en concomitance avec une autre infraction, ça peut être, je sais pas moi, le non-respect des distances de sécurité, eh ben, la police peut vous suspendre votre permis. Voilà. Ça, c'est
Bon à savoir. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 25. Je veux aller tout droit. Je dois céder le passage au cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on arrive à un sujet qui est quand même assez important lorsqu'on passe le code de la route. C'est les rétrécissements de voies, et notamment la priorité lors des rétrécissements de voies. Regardez ici dans cette situation, en face de nous on a une voie rétrécie. Vous voyez bien qu'on ne peut pas passer à 2 voitures, même ici un vélo et une voiture. Regardez bien, il y a un petit panneau d'indication avec 2 flèches. Une flèche blanche et une flèche rouge. Alors, là on est typiquement dans un rétrécissement de voie, qui est régulé par des panneaux de signalisation. Alors, ici je vous ai fait une petite animation où on voit un rétrécissement de voie. Les rétrécissements de voie sont généralement en fait régulés par des panneaux. En général, 2 panneaux. Un panneau d'indication, bleu, et un panneau d'interdiction. Donc, circulaire, cerclé d'un rouge sur fond blanc. Alors, regardez ici le véhicule à gauche. Le véhicule de gauche voit le panneau d'indication. Donc, ce panneau d'indication a une flèche blanche et une flèche rouge. La flèche blanche est de son côté. Il est du côté droit. La flèche rouge vient dans son sens inverse. Donc, lui, ce qui le concerne, c'est la flèche blanche. La flèche est blanche, donc il a la priorité. Alors que le véhicule qui vient de droite, lui, ce qu'il voit, c'est un panneau d'interdiction. Et regardez, la flèche est rouge sur le côté droit et noire sur le côté gauche. Donc lui, la flèche qui le concerne, c'est la flèche rouge. Tout ça pour dire que le véhicule qui vient de droite voit le panneau d'interdiction avec la flèche rouge de son côté. Il n'a donc pas la priorité. Alors que le véhicule qui vient de gauche, lui, a un panneau d'indication avec une flèche blanche sur son côté. Donc, il a la priorité. Donc, ici, c'est d'abord le véhicule de gauche qui passe. Et ensuite, le véhicule de droite qui passe en deuxième position. Alors, si on revient à notre cas. Ici, certes, on a un panneau d'indication. La flèche blanche est de notre côté, donc on a la priorité. Donc, on a la priorité. Normalement, on devrait passer. Oui, mais seulement là, il y a des vélos qui sont déjà engagés. Les vélos sont déjà engagés. Donc, étant donné qu'ils sont déjà engagés, on n'a pas la priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. En période probatoire, je roule sur cette autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D, 130 km/h. Alors, ici, peu importe que vous soyez en probatoire ou hors probatoire, comme vous le remarquez, on a une très faible visibilité. D'ailleurs, on a une visibilité qui est à peine de quelques mètres. Elle est inférieure à 50 mètres. Et lorsque, sur une route, ou même, peu importe la route, en agglomération ou hors agglomération, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50
km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Dans cette situation, je peux rouler à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A, non, réponse B. Il est préférable de rouler sous la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, si on regarde la signalisation, on voit qu'après le panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 70 km/h. Ça veut dire que légalement, je pourrais rouler à la vitesse maximale autorisée qui est de 70 km/h. Cependant, regardez l'état de la route. La route est verglacée et enneigée. Donc effectivement, c'est pas le meilleur état pour pouvoir rouler à 70 km/h. Là, tu vas pas être en sécurité en roulant à 70 km/h sur une route dans cet état-là. Donc il sera préférable de rouler à une allure adaptée en dessous des 70 km/h. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 28. À 70 km/h, je parcours en une seconde. Réponse A, 21 mètres. Réponse B, 42 mètres. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comment connaître la distance que je fais en une seconde? C'est très simple. Ici, on roule à 70 km/h. Donc, on prend le chiffre des dizaines, ici 7, et on le multiplie par 3. 3 fois 7, 21. À 70 km/h, je parcours 21 mètres en une seconde. Concernant ma distance de sécurité, est-ce qu'elle est bonne? Bon, on pourrait, avec les notions qu'on a et les connaissances qu'on a, on pourrait la calculer et la comparer avec les lignes de rive. Bon, là, c'est simple. On les a, les lignes de rive. Et on sait qu'une bonne distance de sécurité sur route est de 2 lignes de rive. Or, ici, vous voyez bien qu'on ne les a pas, les 2 lignes de rive. Donc, on n'a pas une bonne distance de sécurité. Les bonnes réponses ici vont donc être les réponses A et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours ». Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 29. La vitesse maximale d'un poids lourd est de réponse A,
90 km/h. Réponse B, 110 km/h. Alors ça, c'est vraiment une question de cours basique. Donc effectivement, la vitesse maximale d'un poids lourd est de 90 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Ce passager adulte est bien installé. Oui, réponse A, non, réponse B. Le conducteur risque une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, est-ce que ce passager est bien installé ? Bah non, il n'est pas bien installé. Il devrait être assis, le dos sur le dossier, et surtout avec une ceinture de sécurité enclenchée. Est-ce que le conducteur risque une amende ? Eh bien non. Il ne risque pas d'amende parce que le passager est adulte. Donc c'est le passager qui risque une amende. Si le passager avait été un mineur, donc une personne de moins de 18 ans, alors, dans ce cas-là, effectivement, c'est le conducteur qui aurait pris l'amende. Mais bon, c'est pas le cas ici. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 31. Une conduite agressive entraîne une surconsommation pouvant aller sur route. Réponse A jusqu'à 70%. Réponse B jusqu'à 20%. En ville, réponse C jusqu'à 30%. Réponse D jusqu'à 40%. Une conduite agressive peut entraîner une surconsommation pouvant aller jusqu'à 20% sur route et 40% en ville. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 32. Je roule à 71 km/h. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si on regarde le compteur, effectivement, on roule à 71 km/h. Or, que nous dit la signalisation ? On a devant nous deux panneaux d'interdiction qui sont des panneaux d'indication de vitesse maximale autorisée qui nous disent qu'il est interdit de dépasser 70 km/h. Donc ici, je dépasse pas, je reste derrière le camion en mettant en place une distance de sécurité adéquate. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 33. Il est recommandé de faire des pauses A toutes les 2 heures, B toutes les 3 heures, C toutes les 6 heures. C'est bien connu, sur la route, il est recommandé de faire une pause de 15 minutes environ toutes les 2 heures. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 34. Je passe. A. Avant la police. B. Après la police.
Alors ici, on se retrouve dans une situation un peu spéciale, c'est-à-dire c'est une intersection. Alors on a un panneau sens interdit, donc on peut pas aller tout droit. Donc effectivement ici, on sera obligé d'aller à droite. Et on a aussi un véhicule de police qui souhaite aller à droite. Alors on va animer ça. Alors là, on se retrouve donc sur l'intersection. Et on a un véhicule de police qui veut tourner là où on veut tourner. Alors tout à l'heure, on avait vu que le véhicule de police était un véhicule d'intérêt général prioritaire. Certes, c'est un véhicule d'intérêt général prioritaire, et il a la priorité à toutes les intersections, peu importe la signalisation. Oui, mais seulement lorsqu'il est en intervention. Là, il n'est pas en intervention, il n'a pas activé son gyrophare. Donc il n'est pas en intervention, il n'est pas prioritaire. Donc là, la règle qui s'impose, c'est la règle de la priorité à droite. Étant donné que, du point de vue du véhicule de police, on est à sa droite, donc nous sommes prioritaires. Donc étant donné qu'on est prioritaire, c'est d'abord à nous de tourner, et ensuite au véhicule de police. Donc ici, étant donné que le véhicule de police n'est pas en intervention, la bonne réponse est la réponse A. Je vous invite fortement à aller dans la formation. Hein, on vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, ben, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 35. En utilisant ce service, je pratique. Réponse A, l'éco-partage. Réponse B, le covoiturage. Alors, en utilisant les services Autolib, je pratique l'éco-partage. Si tu veux savoir la différence entre l'éco-partage et le covoiturage, je t'incite fortement à aller dans la formation en lien dans la description. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. L'utilisation du téléphone au volant. Réponse A, diminue le temps de réaction. Réponse B, est autorisée si je l'utilise comme GPS. Réponse C, constitue une contravention de 4e classe. Réponse D, entraîne un retrait de 4 points.
Alors, l'utilisation du téléphone au volant est strictement interdite. Premièrement, elle augmente le temps de réaction. Elle ne le diminue pas, elle augmente le temps de réaction. On ne peut pas utiliser son téléphone au volant comme GPS. Si vous voulez utiliser votre téléphone comme GPS, il faut le programmer avant de conduire et ensuite ne plus le toucher quand vous êtes au volant. Vous n'avez pas le droit de toucher votre téléphone au volant. Ensuite, en termes d'infraction, c'est une infraction qui constitue une contravention de 4e classe et qui entraîne un retrait de 3 points et non de 4 points. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 37. Je circule sur route à chaussée séparée, avec mes feux de réponse A, route, réponse B, croisement. La vitesse maximale autorisée est de réponse C, 50 km/h, réponse D, 110 km/h. Alors ici, comme il y a du brouillard, on va rouler en feu de croisement, mais également en feu de brouillard avant et arrière. Interdit de rouler ici avec les feux de route. Concernant la vitesse maximale autorisée, étant donné qu'on est sur route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Cependant, il y a du brouillard et sur route à chaussée séparée, comme le montre ce document, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h si la visibilité est inférieure à 50 mètres. Alors, comment savoir si la visibilité est inférieure à 50 mètres ? On voit très bien ici sur les lignes de rive qu'on ne voit pas plus loin que cette ligne de rive-là. Très bien, mais quelle est la longueur de cette ligne de rive ? Ça, c'est vraiment du court. Donc, sur une route à chaussée séparée, la ligne de rive fait 20 mètres et l'interligne fait 6 mètres. Donc ici, on ne voit pas au-delà de 26 mètres. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 38. Dans cette zone, les cyclistes peuvent circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez le panneau, et notamment la partie haute. C'est un panneau d'aire piétonne. Donc c'est une zone où les piétons sont prioritaires et où les cyclistes peuvent circuler s'ils circulent au pas. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu foi à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues
à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je rentre dans un tunnel. Je reste en feu diurne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous voyez, il y a le petit panneau d'obligation « Allumez vos feux » juste à droite. Cela signifie que vous êtes dans l'obligation d'allumer vos feux de croisement. Donc ici, les feux diurnes ne sont pas suffisants. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un feu diurne, je vous conseille fortement d'aller dans la formation en lien dans la description. On a mis en place une plateforme pédagogique en ligne. En plus, très très accessible. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc c'est vraiment accessible à tous. Il y en a pour tous les budgets. Donc, mais si vous ne savez pas ce que c'est que des feux diurnes, là, par contre, il faut aller dans le cours. Donc ici, les feux diurnes ne seront pas suffisants. On a une obligation d'allumer nos feux de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 40. Dans cette situation, je klaxonne pour avertir de ma présence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, premièrement, il faut que tu saches qu'il est strictement interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. Mais ce n'est pas le cas ici, il n'y a pas de danger imminent, on est sur une agglomération de nuit éclairée, donc ici,
tout le monde me voit, je n'ai pas besoin d'avertir de ma présence. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.